Bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue à ce nouveau webinaire, à ce nouveau podcast, ce épisode de Cyril Malka son divan. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne tous, en tout cas tôt ou tard, la plupart d'entre nous, ou parce qu'on a été enfant, ou parce qu'on va devenir parent, ou parce qu'on a été parent. Et, attendez, j'éteins le son, là, voilà. Et certains des problèmes auxquels, en tant que psy, j'ai été confronté régulièrement, au travers certains parents qui sont venus me consulter ou qui ont même envoyé leurs enfants. Et ce sont les problèmes que l'on a en fin de compte aujourd'hui avec ce problème de l'enfant roi, comme on a beaucoup dans le monde occidental, et en particulier en France. Alors avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Cyril Malka, je suis psy, cognitif et hypnothérapeute. Ça fait quand même bientôt 25 ans que je bosse dans ce domaine, 30 ans bientôt. Vous pouvez trouver plein de textes et d'autres informations sur moi, sur les méthodes que j'utilise sur mon site, malka.fr. Et là, il y a même toute une petite série d'articles sur les méthodes que j'utilise, qui je suis, etc. Maintenant, passons un petit peu aux problèmes des enfants, aux problèmes actuels, que l'on a beaucoup d'ailleurs. Dans notre société moderne, on a un petit peu l'habitude de dire que si les enfants ou les jeunes, ou même les jeunes adultes, ou même les adultes quelque part, sont mal adaptés à la société, sont mal adaptés à la vie ensemble, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et ben quelque part c'est parce que les parents y sont pour quelque chose. C'est parce que les parents ont mal élevé leurs enfants ou ne se sont pas bien occupés. Les enfants qui ont des problèmes à l'école ou les enfants qui manquent d'attention, qui ont certains problèmes. Par exemple, il est très difficile de faire accepter à certains professeurs ou à certains enseignants qu'il y a une condition qui s'appelle le TDA, c'est-à-dire les troubles déficitaires de l'attention, TDA ou TDAH s'il y a l'hyperactivité, et que cela n'a rien à voir avec le fait que les enfants soient mal élevés, etc. C'est tout simplement un certain problème de l'attention, c'est quelque chose qui est, qui est presque physique, qui peut se constater. Donc, on a toujours cette impression, quelque part, que lorsque quelque chose ne va pas dans l'enfant ou dans le jeune adulte, cela vient nécessairement de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ou de la façon dont les parents se comportent. Quelque part, les parents ont un petit peu un pouvoir presque divin sur ces enfants, parce que chaque fois qu'ils font une erreur, quelque part, ça se répercute d'une façon abominable sur ces chères petites têtes blondes, et puis des fois on a un petit peu l'impression qu'on risque de les casser de façon irréparable. Alors bien entendu, il peut y avoir des cas de maltraitance, il peut y avoir des cas où maltraiter un enfant, bien entendu, peut mener à certaines conditions, mais encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est maltraiter. Par exemple, ça peut être maltraiter l'enfant physiquement, bien entendu, ou même psychologiquement en le traitant un petit peu de tous les noms. Mais ça peut être aussi, d'après les spécialistes, ça peut être aussi si c'est une famille qui s'entend mal, qui a des problèmes, les parents qui s'engueulent un petit peu souvent, etc., en présence des enfants. Ce seraient des familles instables quelque part. Et donc dans ce cas-là, ça se répercute sur l'enfant qui pourrait aller jusqu'au suicide éventuellement. Ça peut aussi être si on à un moment donné, si on est excédé pour une raison ou pour une autre de ce que Toto a fait ou a dit, ou etc., si on a une mauvaise journée, ce que vous voulez, et puis qu'on crie sur le pauvre chérubin, ou qu'on lui fait une remarque mal à propos, ou qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait, ou un truc dans ce genre-là, même ça peut avoir un impact pour le reste de sa vie, même à la limite. C'est un pouvoir énorme que les parents ont sur les enfants si on écoute tous ces psys, surtout basés sur la psychanalyse, mais ça on en reviendra.
Vous avez aussi les parents qui s'attendent à trop de choses de leurs enfants. On leur demande d'étudier, on leur demande d'être sages, on a trop de demandes. Les pauvres petits ne peuvent pas s'en remettre. Vous avez aussi les parents qui laissent un petit peu trop leurs enfants s'occuper eux-mêmes, de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont regarder la télé, etc., etc. Là, ce sont des parents qui ne s'occupent pas suffisamment de leurs enfants, qui en demandent pas suffisamment. Une mère qui est trop aimante, c'est une mère étouffante, c'est une mère qui peut... Alors, d'après une étude qui a été faite aux États-Unis d'ailleurs, ça n'a pas été fait en France, il y avait un psychiatre américain qui avait fait une étude d'après laquelle, si on se base sur les méthodes de psy actuelles, les méthodes psychanalystes ou basées sur la psychiatrie, les mères sont coupables de la maltraitance ou des problèmes que l'enfant aura plus tard dans 72% des cas. Donc dans 72% des cas, la mère, qu'elle soit aimante, étouffante, pas étouffante, etc., ça va lui retomber dessus. Donc mesdames, vous savez à quoi vous en tenir. Maintenant, si maman n'est pas suffisamment présente, alors ça aussi c'est un problème, là aussi c'est un enfant dont on ne s'occupe pas. Enfin bref, quelque part, comprennent qu'on est dans un sens ou dans l'autre, dans ce jeu, à un moment donné, on va se heurter à une barrière, on va se heurter à quelque chose qui va nous dire, bon ben, c'est de votre faute. Quelque part, c'est un petit peu difficile, même très difficile en tant que parent, d'évoluer dans cette course de haie ou dans cette espèce de course d'obstacles, pourra-t-on dire, dans laquelle on peut être accusé de l'un ou de l'autre par nos propres enfants d'ailleurs, c'est pas nécessairement par d'autres adultes, mais même les enfants un peu plus tard, en tant qu'ados ou même en tant qu'adultes, vont sans problème accuser les parents de ceci et de cela. Maintenant, toutes ces informations sont reprises par différents médias. Alors vous avez différents psys qui sont plus ou moins connus, généralement plus que moins, qui vont écrire des livres. Il y a des programmes à la télévision, à la radio, sur comment élever ses enfants, etc. Des fois, on se demande presque comment est-ce que l'être humain a pu évoluer pendant plusieurs milliers d'années, quelque part, sans avoir tous ces psys pour nous donner des bons conseils. Quelque part, c'est un petit peu incroyable qu'on ne soit pas tous devenus psychopathes à un niveau assez élevé, vu l'éducation que la plupart d'entre nous avons eue, ou même les générations d'avant. Et puis quelque part, c'est un petit peu le jeu du... pour moi, ça me paraît un petit peu biblique, cette compréhension du péché du père qui retombe sur les enfants, quelque part. Ça me fait un petit peu l'idée que, ben oui, mais si les problèmes que j'ai sont dus à ma maman ou mon papa ou ce que vous voulez, ben, eux, les problèmes qu'ils ont, ben, c'est nécessairement dû à leur maman et à leur papa. Je veux dire, et donc les problèmes que leur maman et leur papa avaient, ben, ils sont nécessairement dus à leur maman. Enfin, quelque part, c'est un petit peu la vis sans fin, mais on continue à visser puis on n'arrive nulle part parce que quelque part, on tombera toujours sur quelqu'un d'avant. Alors, bien entendu, on peut aussi aller dans les vies antérieures, etc. On peut aussi aller aussi loin que ça. Mais quelque part, on est un petit peu prisonnier de cette compréhension, de cette idée du parent tout divin et qui peut avoir cette grosse influence sur l'évolution de ses enfants. Pardon. Alors, bon, on va prendre quelques exemples, parce que bon, les parents, en fin de compte, aujourd'hui, très souvent, quand moi j'ai eu affaire avec les problèmes, les problèmes que certains enfants avaient, j'ai la plupart du temps eu des parents, pourra-t-on dire, de tout à fait normaux. Enfin, je veux dire, c'était pas vraiment des parents qui avaient de gros problèmes, c'était pas nécessairement des parents qui ne s'entendaient pas, ça pouvait être des parents tout à fait lambda qui, quelque part, ne pouvaient pas vraiment gérer leurs enfants et ne savaient pas trop où aller et dans quelle direction aller. Maintenant, on pourrait dire que logiquement, si les parents pouvaient élever leurs enfants d'après la méthode psychanalytique plus ou moins moderne, si on pouvait vraiment suivre ces principes, logiquement, ça devrait donner des bons résultats. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de Max Graf et de Olga Koenig.
Max Graf était musicologue et Olga Koenig était comédienne. Et puis, ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Herbert, ou Herbert, ou enfin bref. Bon, alors c'était en 1903, hein, donc c'est juste pour vous replacer un petit peu le truc, c'était un peu normal d'appeler un enfant Herbert, spécialement en Autriche, parce que et Max Graf et Olga Koenig avaient été en analyse chez Sigmund Freud. Ils avaient été tous les deux analysés par Sigmund, et l'analyse s'était très bien passée, etc. Et ils avaient décidé d'élever leur enfant, Herbert, d'après les principes de la psychanalyse, c'est-à-dire que de laisser l'enfant et la sexualité de l'enfant se développer totalement normalement, sans le bloquer, lui expliquer ce qui avait à être expliqué, etc., etc., le laisser jouer avec lui-même, etc. Enfin, faire exactement ce qu'il avait envie de faire, laisser son ça se développer de façon à ce que l'enfant évolue comme un enfant de la psychanalyse, si on veut dire ça comme ça, ce qui à l'époque était révolutionnaire et très moderne, et donc que cet enfant puisse devenir équilibré et très bien, quoi. Sigmund Freud, qui avait dit à propos de ce couple et de cet enfant, si les parents appliquent la théorie psychanalytique dans leur mode d'éducation, les enfants seront protégés contre les futures névroses. Donc, c'est-à-dire que si on applique la théorie psychanalytique lorsqu'on élève ses enfants, eh ben, non seulement ils vont être bien équilibrés, tout va bien se passer, mais en plus de ça, ils vont être protégés contre les futures névroses. Donc, c'est pas beaucoup. Enfin, il ne peut pas leur arriver grand-chose. Et Sigmund Freud avait donc pensé écrire un livre, justement, dans lequel il voulait décrire l'évolution de cet enfant et comment il allait se développer de façon harmonieuse et de façon tout à fait équilibrée. Et être protégé contre ces futures névroses. Maintenant, nous savons tous qu'il n'a pas écrit de livre sur Herbert, donc on se doute bien qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, et c'est le cas parce que Herbert, c'est en fin de compte le petit Hans, sur lequel Freud a bel et bien écrit un livre qui fait partie de 5 psychanalyses en français, Little Hans ou Petit Hans, et c'était donc ce qu'il appelait une hystérie d'angoisse, ce qu'on appellerait aujourd'hui une phobie. C'est le petit Hans qui avait peur d'être mordu par les chevaux, etc., etc. L'une des seules analyses de Freud qui aurait réussi, alors que Freud n'a jamais parlé à Hans lui-même, mais a seulement parlé à son père. Bref, le cas échéant, suivre les principes psychanalytiques du début à la fin, on l'a du père de la psychanalyse lui-même, ça n'a pas marché. Néanmoins, cela n'a pas empêché plein de psychanalystes français, entre autres, hein, on va se concentrer sur les Français, à écrire beaucoup de livres, de vulgarisation sur comment élever ses enfants, etc. Il y a Marcel Ruffo, Aldo Naouri, Françoise Dolto et j'en passe, il y en a encore beaucoup d'autres, qui ont donc vulgarisé la psychanalyse pour expliquer à ces pauvres parents démunis comment élever leurs enfants dans la continuation de la psychanalyse, version moderne, donc 1960-70, par rapport aux théories freudiennes. Le problème est que chaque petit bobo de l'enfant, chaque petit problème de l'enfant est donc relié psychologiquement à quelque chose qui se passe dans la famille, chez papa, chez maman. Si un enfant a la varicelle, ce qu'on m'a dit, moi, c'est que ça parle. C'est un enfant qui veut s'exprimer, qui a des problèmes à s'exprimer. Ça lui sort en fin de compte par la varicelle. Pas question d'un virus, bien entendu. Un garçon est dyslexique, c'est qu'il a un problème avec son père. Un bébé souffre de reflux gastrique, c'est parce qu'il rejette le sein maternel et donc exprime son problème relationnel avec sa mère. On parle d'un bébé. Okay. Si on continue un petit peu plus loin, on a par exemple Melanie Klein, de 1882 à 1960. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Wikipédia parce que je ne me souviens pas de sa date de naissance. Je me souviens de la date de naissance et de mort de Freud, mais à part ça, c'est tout. Mais Melanie Klein, qui également, elle avait beaucoup travaillé avec les fantaisies que les bébés avaient. Je me suis toujours demandé comment elle savait quelle fantaisie avaient les bébés. Mais en fin de compte, en bâtissant là-dessus, elle pouvait donc expliquer certains dysfonctionnements, ou elle pouvait expliquer certaines maladies ou certains comportements.
Alors par exemple, vous avez, si un enfant suce son pouce, c'est mu par le fantasme de mordre et de dévorer la verge de son père et les seins de sa mère. L'enfant s'imagine que le ventre maternel contient de nombreux pénis du père et des enfants conçus sous forme d'excréments. Personnellement, je pense que c'est un petit peu dangereux de balancer ce genre de truc à des parents qui essaient de faire le mieux, surtout si c'est leur premier enfant, qui essaient de faire le mieux pour essayer que leurs enfants se comportent d'une façon plus ou moins normale. Et personnellement, je douterais beaucoup, si on analysait les fantaisies de Melanie Klein, euh, j'en arrive à douter de certaines de ses facultés. Dolto, par exemple, il suffit parfois de quelques semaines pendant lesquelles la mère oublie sa grossesse pour que l'enfant risque de devenir psychotique. Mais vous vous rendez compte de l'influence que ça peut avoir sur une mère de se faire accuser de ce genre de choses? Si vous oubliez votre grossesse, alors déjà pour oublier sa grossesse, il faut déjà le faire, parce qu'entre les différents trucs et machin, etc., la façon dont les femmes se comportent sous la grossesse, ça me paraît un petit peu bizarre qu'elles devraient l'oublier. Mais enfin bref, si on imagine qu'elle oublie sa grossesse, cela veut donc dire qu'elle n'est pas suffisamment attentive au bébé qu'elle porte, qu'elle ne l'aime pas suffisamment, ou qu'elle ne... Enfin bref, donc elle l'oublie. Donc c'est-à-dire que si l'enfant qui naît est psychotique, alors que ça on sait parfaitement que c'est génétique, mais si l'enfant né est psychotique, ça veut dire que quelque part la mère, pendant qu'elle était enceinte, n'a pas été suffisamment attentive. Alors déjà d'un côté je ne vois pas trop ce que ça change, et d'un autre côté, mais qu'est-ce qu'on en a à s'en prendre comme ça à ces pauvres femmes quelque part? Autre, ça vient d'une émission qui s'appelait Lorsque l'enfant paraît, où il y avait pas mal de psy aussi qui s'exprimaient. Alors là, je vous dis que j'ai fait quelques petits bonds sur ma chaise, comme ça régulièrement. Mais alors vous avez par exemple, le caca, c'est un pénis en érection, d'où l'angoisse de la castration. Je ne l'ai pas vraiment saisi celle-là, mais enfin, je ne perds pas espoir. Le pipi au lit, c'est la relation à la mère. Le frère mord le petit, surtout ne pas le gronder, c'est une réaction d'angoisse, il veut le manger. Un enfant doit obéir à lui-même. Donc en gros, on doit laisser grand frère mordre petit frère, il ne faut pas l'en empêcher, mais il ne faut surtout pas le gronder, il ne faut surtout pas lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait là. Si vous lui dites, vous risquez de le traumatiser, et dans ce cas-là, si après il y a certains problèmes, eh ben ce sera de votre faute. Alors, en tant que mère, on peut aussi très facilement être une mère étouffante. Donc vous avez une mère qui parle et qui écoute est plus importante qu'une mère qui embrasse. Il ne faut pas embrasser ses enfants. Les enfants subissent les mères qui embrassent. Un enfant n'a pas besoin d'être embrassé. Bon, personnellement, je dirais, ok, quelque part, ils ont un peu raison, c'est vrai que ce n'est pas un besoin, mais enfin bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus la mort. L'embrasser, c'est le manger. Alors là, on retombe sur la phase orale. Et après 3 ans, l'embrasser n'est pas bon. Alors maintenant, c'est ce que je vais dire à ma femme quand notre fils de 28 ans il rentre à la maison et puis il vient nous voir qu'on n'a pas vu pendant plusieurs mois. Si on lui fait la bise, eh ben, je vais lui dire c'est pas bon parce qu'il a plus de 3 ans. Ça aussi, c'est une de cette émission lorsque l'enfant paraît. Nous imposons à nos enfants beaucoup de nos désirs totalement inutiles et sans aucune valeur formative morale. Laissons l'enfant aussi libre que possible sans lui imposer des règles sans intérêt. Là, je dois dire que quelque part, il y a un peu de bon là-dedans, parce que c'est un fait qu'il ne faut pas imposer des règles, avoir plein de règles pour tout, de façon à ce que le gosse ne s'y retrouve pas. Là, on peut être parfaitement d'accord. Mais quelque part, en laissant l'enfant aussi libre que possible, c'est pas toujours la meilleure des choses à faire, parce que très souvent, les enfants ne savent pas quoi faire de cette liberté, tout simplement. On peut leur apprendre à être libre. Donc, si vous... Alors, j'ai pris seulement quelques exemples, hein, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Ça n'en finit pas, la liste est longue. Mais en gros, si votre enfant, à un moment donné, a certains problèmes, et que vous allez chez un psy plutôt à tendance classique, il y a de fortes chances qu'en tant que parent, vous vous retrouvez sur le banc des accusés, tout simplement. Maintenant, la question est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est vrai? Ben non. En fin de compte, non. C'est pas vrai du tout. Il y a plein de détails qu'on a totalement oubliés et auxquels on ne prend pas compte, ça ne nous intéresse pas, et pourtant ils sont extrêmement importants.
Si on prend un enfant, n'importe lequel, qu'est-ce qui forme cet enfant et le développement de cet enfant? Déjà, d'une part, pour commencer, vous allez avoir un côté génétique. Il ne faut pas nier le côté génétique parce qu'il est là. L'enfant est composé de gènes, l'adulte est composé de gènes, et il y a certains de ces gènes qui retransmettent certains traits de caractère. Ça, on le sait. Il est faux de croire que les traits de caractère, c'est quelque chose qui se développe de rien du tout ou de la façon dont on a traité un enfant. Les traits de caractère, certains traits de caractère sont tout aussi codés dans les gènes que la couleur des yeux ou de cheveux. Ça, c'est à ne pas oublier. Et il faut remarquer d'ailleurs, pour revenir à Freud, que Freud a toujours de son côté aussi, en tant que médecin, quand même admis et accepté et même dit que l'enfant était en premier lieu un être biologique. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Vous avez certaines qualités, certaines façons d'être, certaines choses qui sont codées génétiquement dans l'enfant. Et ça, vous ne pouvez pas le faire disparaître, en tout cas pas en une génération, dira-t-on. Vous avez bien entendu, en tant que parent, une influence sur la façon dont votre enfant va se développer, de la façon dont vous vous comportez, de la façon dont vous êtes ensemble, sans que ce soit nécessairement quelque chose de gravé dans le marbre, comme on pourrait vous le faire croire, parce qu'un enfant, tout comme un adulte, peut parfaitement comprendre que papa et maman, même s'ils ont grondé, même s'ils ont dit un truc qui n'était pas gentil, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ils se sont peut-être trompés, et ils peuvent revenir sur leur décision, ce n'est pas un problème. Les parents sont des êtres humains, tout autant que les enfants, et ça, les enfants feraient bien de l'apprendre, parce qu'eux aussi vont devenir parents tôt ou tard de toute façon. Vous avez les médias qui ont une place prépondérante dans notre société, et ça depuis les années 50-60 de toute façon, au travers de la télévision, et aujourd'hui encore plus au travers d'Internet, les médias sociaux et autres choses. Tout ceci a une influence sur l'enfant. L'enfant comprend, à partir d'un certain âge, quand l'enfant regarde la télévision, ils prennent ce qui sort de la télévision comme si ça venait des parents ou comme si ça venait d'une autorité. Pour eux, c'est une autorité, quoi qu'on en dise. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ce qu'ils regardent, parce que des fois, ils prennent un petit peu trop tout au sérieux. Même chose sur Internet, ça vous avez même des adultes aujourd'hui qui croient un peu n'importe quoi, juste qu'ils le voient sur Facebook ou sur autre chose, ils vont se dépêcher de rebalancer la nouvelle sans vérifier d'où elle vient ou ce qu'on en dit, tout simplement parce que ça vient d'Internet. Donc, ces médias ont aussi une influence sur le caractère de l'enfant. L'environnement dans lequel l'enfant évolue, alors l'environnement physique, c'est une grande ville, une petite ville, un village, à la campagne, à la ville. Comment se sent-il dans cet environnement? Parce que même s'il est dans un environnement physiologiquement sain, comme à la campagne, ça ne veut pas dire qu'il évolue bien, ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Là aussi, l'environnement a une influence sur la façon dont l'enfant se développe. La vie à l'école, avec les camarades de l'école, ça aussi, ça a une grande influence sur l'enfant à partir de l'âge de 3, 4, 5, 6 ans. Plutôt dans certains pays, par exemple au Danemark, où on met les enfants en jardin d'enfants à un âge très jeune, les enfants sont habitués à vivre relativement rapidement dans une communauté d'autres enfants. Alors, bon, c'est bien parce que ça leur apprend à être en groupe, et puis d'un autre côté, c'est moins bien parce qu'il y a une perte d'une certaine partie de l'individualité. On a remarqué, par exemple, que les enfants qui étaient en jardin d'enfants à un âge très jeune avaient une tendance à avoir un quotient intellectuel plus bas que ceux qui évoluaient au sein d'une famille, par exemple. Donc, en France, c'est la maternelle, vers l'âge de 3 ans. Là aussi, il y a une communauté, il y a une vie sociale. Ça a une extrême grande influence sur la vie des enfants et sur leur développement. Vous avez aussi, quand ils deviennent un peu plus grands, les autres copains, les amis, pour faire partie d'un groupe, pour avoir une appartenance dans un groupe. Eux aussi, ils ont une grande influence sur la façon dont les enfants se développent. Et puis vous avez aussi des choses dont on ne peut pas vraiment, sur lesquelles on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Il peut avoir un accident, il peut avoir une maladie qui peut entraîner certaines choses, qui peut faire certaines différences.
Bref, réduire les problèmes que l'enfant aura et pourra avoir et a en tant qu'adulte, à toute façon, la façon dont les parents se sont comportés, c'est totalement à côté de la plaque. Et enfin, une chose extrêmement importante dont on ne parle que très rarement, c'est la personnalité de l'enfant en lui-même. Je veux dire qu'un enfant, même un bébé, à partir du moment où il est né, même en tant que bébé, ils réagissent différemment les uns des autres. Alors bien entendu, on peut toujours dire, ben oui, mais ça dépend de la façon dont ils ont été aimés pendant qu'ils étaient dans le ventre de la mère, ça dépend de la façon dont ceci et cela, mais ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses. Et lorsque cet enfant évolue, se développe, eh ben, les problèmes qu'il aura au jour le jour seront gérés différemment par rapport à la personnalité qu'il a, par rapport à la personnalité qui est en train de se façonner. Finalement, c'est une grosse erreur que de dire ou que de se dire quelque part que une fois que un certain âge est passé, alors ça dépend des psys, vous allez avoir certains psys qui vont dire, au départ on disait que c'était jusqu'à l'âge de 6 ans, tout ce qui s'était passé de 0 à 6 ans, c'est ce qui c'est ce qui ferait le cadre, dira-t-on, ou la personnalité de l'enfant. Et puis là, vous en avez d'autres qui ont dit, par exemple, ça s'arrête à 16 mois, 12 mois, enfin bref, ça dépend un petit peu des psys que vous écoutez. Mais à partir d'un moment donné, c'est un petit peu comme si arrivait un moment où la personnalité était gravée dans le marbre et puis on ne pouvait plus y toucher, quoi. On pouvait seulement regarder et lire, et puis se dire, ben voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que c'est devenu comme ça. En quelque part, ça bloque un peu tout. On ne peut pas y faire grand-chose. Alors que c'est totalement faux. La personnalité, c'est quelque chose qui est très plastique et c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Ça évolue d'une certaine façon quand on est bébé, quand on est enfant, quand on devient ado, quand on est jeune adulte, quand on est adulte, etc. Et même encore maintenant, quand on vit en famille en tant que parent, par exemple, notre personnalité continue à évoluer. On ne traite pas ses enfants de la même façon. Je n'ai pas traité mon premier enfant de la même façon dont j'ai traité mon deuxième enfant. Ils n'ont pas été maltraités, bien entendu, mais j'avais certaines attentes au premier enfant, on avait certaines idées de comment ça allait se passer, et puis quand arrive le deuxième, ben, on sait bien que les choses ne vont pas toujours de la façon dont dont on s'imaginait, donc on réagit un petit peu différemment sur certaines choses. Si on en a un troisième, un quatrième, on réagit aussi différemment, parce que nous aussi, nous sommes en constante évolution. Notre caractère change constamment, on se développe, on apprend. Euh, et donc, il n'y a aucun moment où les choses deviennent bloquées parce que un tel ou un tel a réagi de cette façon-là. Donc, il est grand temps de remettre une dose, pourrait-on dire, d'humilité au rôle de parent, parce que on pourrait croire, à entendre certains de ces spécialistes, que le parent ou les parents ont une influence presque divine sur la façon dont le chérubin se développera ou ne se développera pas, quelque part. Un petit peu comme si on avait tout pouvoir. Et malheureusement, ou heureusement, ben non, on n'a pas tout pouvoir. Bien au contraire, on a en fin de compte, en tant que parent, seulement une toute petite partie du pouvoir qu'on est obligé de partager avec les copains, les amis, la société, Internet, la télévision, les journaux et ceci et cela. Bref, nous ne sommes qu'une partie de cette influence. Il faut bien dire quand même que jusque dans les années 60, la société était quand même basée sur une statue un petit peu rigide du développement pour les enfants. Et que, quelque part, le fait que les psys arrivent et puis chamboulent un petit peu tout ça, ça a quand même fait un peu de bien parce qu'il y avait beaucoup de règles et les enfants étaient vraiment considérés presque comme des animaux à devoir élever. C'est ce qui avait rendu le prince Henri très connu au Danemark quand il s'était marié avec la reine Margrethe II dans les années 70, l'une des premières choses, ou l'une des choses qu'il avait dit quand il venait d'avoir le premier prince, si je me souviens bien, il avait dit, comme ça, en public, que les enfants, c'était comme les chiens, il fallait les dresser.
Et ça, en plein milieu des années 70 au Danemark, où tout le monde était rouge très foncé, on venait juste de sortir de mai 68, c'était vraiment pas le genre de truc à dire. Donc, quelque part entre faut les dresser comme des animaux et il faut leur laisser faire ce qu'ils veulent, il y a quand même tout un monde de différences dans lequel évoluer, en sachant que même si les erreurs que l'on fait en tant que parent peuvent avoir une influence, bien entendu, mais pas une influence indélébile, euh, ça vous donne un petit peu plus de marge pour travailler, si on peut dire ça comme ça. Et donc, en essayant de faire de son mieux pour que les enfants puissent apprendre à évoluer dans la société dans laquelle ils vivront, c'est en fin de compte la seule chose que l'on peut faire en tant que parent. On peut leur donner des armes que l'on pense seront nécessaires d'après ce qu'on connaît de la vie en société en ce moment et d'après ce qu'on peut s'imaginer que ce sera. Mais à part ça, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Et même ça, si les enfants ne veulent pas vous écouter, s'ils n'ont pas envie de faire ce que vous leur dites, et ben même ça, vous ne pouvez pas les influencer. Donc, nous faire croire que les enfants deviennent des fiascos ou font des grosses conneries parce que on leur a un jour fait une réflexion qui leur plaisait pas ou parce qu'on n'a pas voulu leur acheter des chaussures à 500 balles ou un truc dans ce genre-là, ça ne tient pas la route du tout. Voilà, c'était un petit peu ce dont je voulais parler un petit peu aujourd'hui. Avant de finir, oui, j'aimerais dire merci Olympus Man de son petit message. Il m'a souhaité un bon courage. Et puis bonsoir aussi à Henrik qui est arrivé 5 minutes en retard, mais je ne lui en tiendrai pas, je n'en tiendrai pas rigueur. Et puis tous les autres messages qui m'ont fait bien plaisir. Si vous voulez participer au prochain webinaire ou poser vos questions en ligne pendant qu'ils sont faits, vous pouvez vous y inscrire à malka.tv. Il y a une petite case pour s'inscrire au webinaire. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de webinaires que vous aimeriez bien entendre parler, eh ben, il vous suffit d'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Voilà, c'était tout pour cette fois. Et je vous dis à dans une quinzaine de jours avec un autre podcast ou webinaire. Au revoir.